Bonjour, bon. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter Jane. Jane, c'est ma stagiaire, elle travaille avec moi. Je fais un café, mais je t'ai pas embauché pour faire du café. Alors, ce que tu vas faire aujourd'hui, Jane, c'est le petit programme qui est là. Donc pour l'instant, dans notre code base, qu'est-ce qu'on a? On a un salaire qui est stocké, donc il y a 1000, mais si l'utilisateur n'a pas rempli son salaire, c'est nul. Donc ta tâche pour aujourd'hui, Jane, c'est d'écrire un petit programme en React qui va afficher ce salaire. Alors, voyons ce que tu arrives à faire. Ah bah c'est pas mal. Tu as déjà réussi à comprendre JavaScript, à installer React, à comprendre le JSX. Tout ça pour afficher un salaire. Franchement, c'est pas mal. Et en plus, bah c'est super, on affiche le salaire, tu peux être fier de toi. Ah mais je suis désolé, Jane, ça on peut pas l'envoyer en production. Ah non. Parce que si le salaire il est nul, l'affichage là il est tout pourri. Et ça, bah c'est pas terrible en 2019 quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de bug? Effectivement, on pourrait se dire que c'est un peu bête de pouvoir envoyer ça en production. La solution, c'est Elm. Donc Elm, qu'est-ce que c'est? C'est un langage qui compile vers du JavaScript et qui permet de faire des interfaces graphiques dans le navigateur, donc autrement dit du front-end. Alors avant de rentrer dans le code, un petit exemple. Donc, là, je vous ai mis un graphique publié par NoRedInk. NoRedInk, c'est une société qui fait beaucoup de Helm, ça doit être la société qui fait le plus de Helm dans le monde, pour la bonne raison que c'est le créateur de Helm qui travaille là-bas. Donc ils ont mis un petit graphique qui compare les erreurs en JavaScript et le nombre d'erreurs en Helm. Voilà. Alors ils trichent un petit peu, c'est pas 0, c'est 1, parce qu'ils avaient fait une... Voilà. Et voilà. Alors, on peut se poser comme question, mais comment ça se fait que dans la même boîte, avec du code écrit par les mêmes personnes, selon, on peut penser à la même méthodologie, on ait 60 000 erreurs en JavaScript et 0 en L. Comment ça se fait? Est-ce qu'ils sont des magiciens? Eh ben, je vais te montrer comment ça se fait. Alors, on va faire un petit live coding pour montrer tout ça. Donc ça, c'est un fichier M. Qu'est-ce qui se passe? Au début, on a un module, on a une déclaration de module, des imports, pas très intéressant. Et la chose vraiment intéressante commence ici. On dit qu'on a un modèle qui contient un salaire, et ce salaire est un entier. On donne le modèle initial, on dit que le modèle initial, il y a 1000 $, yens, ce que vous voulez. Puis après, vous avez une fonction de vue qui prend un modèle et le transforme en HTML. Tu peux oublier pour l'instant, Jane, le petit message ici, on en reparlera après. Et voilà, la vue, ça transforme le modèle en HTML. Donc pour l'instant, j'ignore complètement le modèle et j'affiche juste hello. Alors on peut voir ça s'exécuter. Donc là, ce que tu vois là, Jane, c'est ce qu'on appelle Helm Reactor. C'est fourni de base avec Helm. Tu fais npm install Helm et tu as cet outil-là qui te permet de compiler ton code et d'afficher directement dans le navigateur le résultat de ton code si il a compilé. Donc là, je le lance et hello. Donc ça affiche bien ce que je veux. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux afficher votre salaire. Genre, salary is plus modèle.salary. Voilà, j'ai une chaîne de caractères, j'ajoute le salaire, a priori c'est cohérent. Je rafraîchis, et alors là, qu'est-ce qui se passe? Il a compilé et il a trouvé une erreur de mon code. Donc je lis le message d'erreur, et il dit que je ne peux pas additionner des strings comme ça, et il me dit en plus quoi faire. Il me dit d'utiliser l'opérateur plus plus si je veux additionner les strings. Donc bah, je fais ce que le compilateur me dit, je rajoute plus plus. Je recompile, et là qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je ne peux pas non plus ajouter des strings et des int, parce que elles sont des... Et il me suggère, le compilateur me suggère de transformer mon int avec la fonction string form. String transform int. Donc encore une fois, je suis bête, j'écoute le compilateur, et voilà, mon application compile, et automatiquement elle s'affiche. Alors, c'est pas ce qu'on voulait au début, on voulait pouvoir mettre un nul, indiquer que l'utilisateur n'a pas rentré son salaire. Donc là, il faut qu'on mette nothing, c'est un peu l'équivalent de nul, le nul de JavaScript. Et si on met nothing, du coup, c'est plus un entier, c'est ce qu'on appelle un maybe. Donc voilà, là j'ai donné la possibilité au salaire d'être non renseigné. Alors qu'est-ce qui se passe si je compile ça? Il me dit que ça va pas parce que là cette fonction from int elle attend un entier. Et là mon salary c'est plus
un entier, c'est un maybe. Et encore une fois, le compilateur me suggère alors soit d'utiliser with default, ou alors, sur le long terme, d'utiliser un case. Donc qu'est-ce que c'est un case? C'est une espèce de switch Otherman. Donc je vais dire, selon le cas de salaire, si on a un montant, si on a un montant, ben on va afficher ce montant. Essayons de compiler comme ça. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive, c'est que le compilateur nous dit, bah t'as oublié un cas. Il m'a dit, ok, si j'ai un salaire, je sais quoi faire, mais dans le cas nothing, bah je sais pas quoi faire. Et donc je compile pas. Donc le problème que tu as eu tout à l'heure, Jane, bah tu peux pas l'avoir. Nothing, text, didn't, tell me. Hop, je recompile, et ça s'affiche. Donc c'est grâce à ces types qui nous permettent de ne jamais oublier un cas que nos readings arrivent à avoir aucune erreur, en tout cas de runtime, aucune erreur de runtime en production. Donc là, ok, le programme il est bien, il marche, il est sécurisé. Mais c'est pas très parlant, quoi. Moi j'aime pas trop là ce nothing, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'utilisateur il n'a pas rempli le champ salaire, ou est-ce que ça veut dire qu'il ne travaille pas? Donc c'est pas documenté. Donc une solution simple en Helm, c'est dire on va définir un nouveau type. On va dire c'est le type salaire. Et on va dire soit il est inconnu, soit on a un salaire, des salariés. Donc là on change notre type, c'est plus un maybe int, c'est un salary. C'est plus nothing, c'est unknown. Et là c'est plus just, c'est with salary. Et là, unknown. With salary. Parce que ton type with salary, tu l'as pas mis un int à côté. Oui. C'est with salary de int, je pense. Dans le type salary. Oui, pardon. Donc on dit qu'il y a un salaire, merci. Il y a un salaire avec un montant, un entier. Et donc là, on est bien dans le cas using me. Je peux remplacer ça par with salary 1000. Voilà. Donc comme ça, on a un code qui est aussi proche du métier qu'on veut et qui en plus a la bonne propriété qu'on a vu tout à l'heure, qu'on ne peut pas oublier de cas. Donc, par exemple, on a parlé tout à l'heure du cas où l'utilisateur dit bah j'ai pas de salaire parce que je ne travaille pas. Donc tout simplement, on va rajouter un cas dans notre type, on dit not working. Alors à ce moment-là, quand vous êtes dans une application JavaScript, on se dit est-ce que mon cas que j'ai rajouté ici, il est bien pris en compte partout? Bah oui, parce que là, il nous manque, le compilateur va nous dire, dans mon case, il manque cette possibilité, que j'ai pas étudié la possibilité not working. Not working. Next. Voilà. Ça arrive 1000. Et si on met not working, voilà, donc non, ce ne sont pas des magiciens, NoReading, ils utilisent Helm. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est une toute petite partie de l'architecture Helm. On a vu la partie modèle et la partie view. L'architecture complète de Helm, c'est ce graphique circulaire. Et en fait, qu'est-ce que vous avez à spécifier? Vous avez à spécifier le modèle, la vue, la fonction d'update et les messages. Et alors après, comment ça marche? Donc là, on a écrit la fonction de vue. On passe ça au runtime, qui peut attraper des messages, par exemple des clics d'utilisateur sur un bouton. Une fois qu'on a un message, on envoie ça à une fonction update, qui va modifier notre modèle. Donc on crée un nouveau modèle. Quand le modèle est modifié, ça réaffiche une nouvelle vue, et on rentre dans la boucle, encore une fois comme ça. Ah bah oui, ça ressemble à Redux, c'est pas pour rien, parce que Redux est inspiré de The Helm Architecture pour construire son modèle de données circulantes. Alors en code, comment ça marche? Alors qu'est-ce qu'on va coder comme application? On va faire un petit truc qui nous permet
une petite application qui nous permet d'ajuster notre salaire. Avouez que vous avez toujours rêvé de pouvoir faire ça. Avouez. Encore? Voilà, donc cette petite application, on a besoin de quoi? On a besoin d'un événement qui nous dit on va augmenter, d'un événement qui dit on va diminuer. Donc on a besoin de deux choses. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Comme on l'a vu tout à l'heure, on utilise un type custom. Donc c'est soit increment, soit decrement. Et la fonction d'update, elle prend en argument le message et le modèle, et elle fait un switch sur le message. Dans le cas où c'est increment bas, on augmente le salaire, et dans le cas où c'est decrement, on diminue le salaire. Alors qu'est-ce que vous me dites, Jane? Vous n'avez pas l'air de changer quoi que ce soit, d'updater quoi que ce soit. Alors effectivement, là je n'update rien, je construis une nouvelle valeur, parce que Helm est un langage qu'on appelle pur, donc ça veut dire qu'on ne peut pas modifier une valeur. Une fois que vous avez donné une valeur à un nom, à une variable, bah vous ne pouvez plus y toucher. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On construit à chaque fois un nouveau modèle. Si vous avez utilisé Immutable.js dans votre vie, vous n'avez pas besoin de cette librairie. De base, en Helm, tout est immuable. Donc ça, c'était la fonction d'update. La fonction de vue. Alors comment ça marche, ce truc-là? Ça ressemble un petit peu à du HTML. Alors le div qui est ici, c'est une fonction Helm qui va représenter un nœud HTML, donc un nœud div. La première liste, c'est une liste d'attributs. On pourrait mettre une classe, par exemple, pour mettre tout en italique ou mettre une bordure. Et la liste qui vient après, c'est les enfants. Donc là, on voit qu'on a 3 enfants, un bouton, un paragraphe, encore un bouton. Et pareil, bouton, on a une première liste qui nous donne les attributs. Donc là, on dit, quand on clique, on va avoir le message increment. Et après, les enfants, donc on affiche texte plus. Et après, le main qui est ici, c'est ce qui indique à Helm comment mettre les flèches qu'on a vues tout à l'heure. On n'a pas à faire ce travail de mettre les flèches, on a juste à faire ça. Et Helm s'occupe tout seul de, quand le modèle a changé, on met à jour la vue. Alors oui, tu as bien compris, quand on clique ici, quand on envoie un message d'increment, la fonction update est appelée et modifie le modèle. Donc, je vous ai remis le petit schéma qui est ici, c'est bien ça. Alors, comment on fait des side effects, des effets de bord? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, en Helm, tout est pur, on ne peut rien modifier. Donc, notamment, dans ce modèle-là, on ne pourrait pas envoyer des requêtes sur un serveur. Vu qu'envoyer une requête sur un serveur, il faut modifier des ports réseau, enfin, des choses comme ça. Donc, pour faire ça, votre fonction update, au lieu de renvoyer juste un modèle, elle va renvoyer deux choses. Elle va renvoyer un modèle d'une part, et votre requête d'autre part. La requête, on va la passer au runtime. C'est le runtime qui va s'occuper de faire la requête. Et quand le runtime a reçu la réponse de la requête, il va générer un message qui va être envoyé à nouveau à la fonction update, ce qui nous permet de revenir dans la boucle. Alors, les performances, parce que c'est bien beau toute cette fonctionnalité, mais est-ce que ça tourne? Alors ici, un petit graphique que vous avez sûrement entendu parler de Virtual DOM en React. Donc Helm implémente une version du Virtual DOM. Donc là, on a deux graphiques en deux parties. Une partie qui est avec un programme naïf, l'autre en version optimisée. Alors l'optimisation, ça consiste à utiliser des Keyed ou des Lazy, pour ceux qui connaissent. Et on se rend compte que le Helm, même en naïf, il est plus rapide que les versions optimisées de ces petits copains React Angular 1.5 ou 2. Donc ça, c'était pour la vitesse. Et au niveau de la taille du JavaScript généré, donc pour obtenir ce 29 kilooctets, vous n'avez pas de truc très compliqué à faire. Vous avez juste une ligne de commande. Vous faites helm make. Vous pouvez faire debug pour avoir un debugger, ou optimize pour optimiser le code. Alors comment est-ce qu'il arrive à être aussi petit que ça? Parce que, en grande partie, parce qu'il arrive à faire de la dead code elimination. Parce que, comme on l'a vu, tout est pur. On ne peut pas faire de métaprogrammation comme en JavaScript. Et donc ça permet à Helm, au compilateur Helm, de dire bah, ce code-là, tu l'utilises pas, je le mets pas dans le JavaScript général. Donc ça a comme conséquence plutôt cool, que si vous avez besoin d'une librairie qui est très très grosse, mais que vous avez besoin que de deux fonctions de cette librairie,
bah c'est pas grave, on importe la librairie. Et après, le compilateur, il va mettre juste les fonctions dont vous avez besoin. C'est ce qui permet d'avoir des performances aussi bonnes en Elm. Tu veux apprendre? Bah, c'est normal, tout le monde a envie. Alors comment est-ce que vous pouvez apprendre? Je vous ai mis plusieurs liens. Le guide officiel, qui est très bien pour commencer à apprendre. Vous pouvez retrouver la communauté Elm tous les derniers mardis du mois. Donc c'est comme par IVS, le lieu change à chaque fois. Vous pouvez vous rendre sur le Slack ou sur le Discourse. En général, les gens sont assez accueillants. Ils sont même très accueillants envers les débutants. Il y a même un channel spécial Beginners sur le Slack. Vous pouvez aussi assister à un de mes ateliers qui auront lieu prochainement. Je vous mettrai dans les commentaires si vous voulez. Je suis également formateur Elm si vous êtes intéressé. J'ai mis aussi des liens vers un compilateur en ligne qui est très pratique, qui vous permet de mettre votre code dans l'éditeur. Après, vous avez un problème, vous mettez votre code dans l'éditeur. Vous allez sur le Slack, vous dites voilà, j'ai ce code-là, il ne marche pas, avec juste un petit lien. Et une dernière vidéo qui s'appelle Making Possible States Impossible, qui explique comment rendre les états impossibles, comment faire que des états impossibles ne puissent pas arriver dans votre code. Donc qui a un intérêt même en dehors de Elm. Alors pour résumer, Elm qu'est-ce que c'est? C'est de la programmation fonctionnelle. C'est un tooling super cool. On a vu Elm Reactor, on a vu Elm Make avec l'option Optimize. De l'imitabilité. Des types qui permettent une exécution très sûre du code avec un code très, très proche du métier. Une courbe d'apprentissage assez faible. Une circulation des données à sens unique. De grandes performances. Bref, Elm c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que tu peux utiliser du code JavaScript? Alors tu peux pas directement dire j'appelle du code JavaScript parce que ça casserait toutes les propriétés qu'on a vues, notamment de Deadcode Elimination. Il y a un système qu'on appelle un système de port. En fait, tu te sers de JavaScript comme un serveur, tu communiques avec JavaScript comme un serveur. Donc tu envoies des messages à JavaScript et JavaScript peut t'envoyer des messages. Donc on peut interagir comme ça avec JavaScript. Tu peux aussi, si tu as un composant React, tu as une librairie qui s'appelle par exemple React Elm Components qui te permet de transformer ton application Elm en composant React avec ce petit code là. Tu peux aussi faire l'inverse. Tu as un composant React que tu veux intégrer dans ton code Elm. Tu transformes ton composant React en web component. Et dans ce cas-là, c'est un nœud HTML comme un autre. Et du coup, tu peux aussi utiliser. Donc les interactions sont possibles entre JavaScript et Elm. Voilà. Une question. Le petit exemple avec le compteur plus et moins. Oui. Est-ce que tu peux faire Elm Make Optimize et nous dire la taille du bundle.js Alors, les tailles que je vous ai montrées, après, c'est Uglify aussi. C'est Oui, Uglify. ok, d'accord. Peut-être pas avec le Uglify, je sais pas celui-là ou. Ouais, la commode est assez stock parce que vu que le code est pur, Uglify peut encore faire des optimisations sur le code généré. Okay. Déjà, fais l'Optimize, après, ce que tu peux faire avec. Alors. Ça arrive Comme comme ça. Et du coup, on veut juste ça. Cesse. Il y a plein. Là, c'est 105 kg. Et après, avec le Uglify. Alors, avec une faille. Je sais pas, si on fait juste ça, ça marche? Pipe-le dans salary.me ou .js, par exemple. Voilà. 119 kg. Et encore avec, on peut rajouter des options et c'est encore plus petit avec les options de pure, parce que ça permet à Uglify de dire ok ça va jamais bouger. Ce que ça veut dire, si je comprends
bien, c'est que il ne sait pas d'être code éliminer son propre runtime. Parce que là, le runtime, il n'y a pas besoin de grand chose. Non, il n'y a pas grand chose dans le runtime. Il n'y a pas besoin de grand chose. Non. Ouais, parce que du virtual DOM aussi. Oui, oui, mais il y a tout là. Ah, ouais. Donc là, il y a tout et t'envoies ça en gros. Et l'application que toi tu développes en prod, si tu en as une, elle pèse combien? Je sais pas c'est quelle application, mais c'est arbitraire juste d'avoir un chiffre comme ça. Juste pour avoir un chiffre. Je me suis jamais amusé à mesurer. Je peux trouver ça. Après, c'est bon, peut-être voir après. Ouais, Il y a d'autres sur des questions. questions Oui, d'accord, pardon. je pourrais te montrer après si tu veux. Est-ce qu'on peut utiliser Helm pour autre chose que du front-end? Alors il y a des projets pour utiliser ça côté back-end. Il y a des projets qui ont l'air assez aboutis qui vont être présentés visiblement à la conf Helm Europe 26-27 juin. 27-28 juin. Après c'est du JavaScript. Donc partout tu peux faire tourner du JavaScript, tu peux faire tourner du web. Il y a une interface qui est prévue pour faire des outils en ligne de commande, enfin, des workers qui permettent de faire des lignes de commande. Donc, tu peux faire tourner du Helm à peu près partout. Oui. Je vois, il y a des solutions pour faire du mobile. Il n'y a rien de spécifique. C'est la même réponse que je vais faire à Augustin. C'est du JS, donc il n'y a rien prévu pour nous. Oui. En termes de tests, finalement, il y a quoi dans cette sorte de tests qui peuvent être avec Alors, ouais, avec Helm, il y a plein de tests que c'est le compilateur. En fait, c'est le compilateur qui va être ton premier testeur. Alors après, il y a des trucs qu'on ne peut pas vraiment spécifier avec les types. Des trucs assez compliqués, ou alors ça serait trop compliqué de spécifier avec les types. Tu as des librairies de tests, tu as une librairie de tests qui te permet de faire des tests unitaires, classiques, et tu peux aussi faire du fuzzy testing, c'est-à-dire que tu peux générer des chaînes aléatoires et vérifier les propriétés sur les fonctions. Donc là, l'exemple de base qu'il donne, c'est la fonction reverse. Si tu l'appliques 2 fois de suite, là tu dois obtenir la même chose. Donc là, le test il va faire quoi? Il va générer plein de fonctions aléatoires et on va vérifier sur ces entrées aléatoires que ces fonctions vérifient bien ces propriétés. On peut faire des tests. Alors il y a plein de possibilités. Tu peux prendre un fichier HTML. Donc, tu fais un fichier HTML classique. Tu dis j'importe mon JS et j'importe mon CSS. Donc ton JS ça va être ton application Helm. Et dans ce cas-là, en Helm, je vous ai dit tout à l'heure, je vais le faire dans mes. Tu peux faire un div. Vous avez dit là on peut mettre des attributs. Donc là tu fais classe blanc souligné, je sais pas, bloc. Comme ça. Et comme ça va aller chercher ton CSS que tu as mis là. Il y a d'autres façons de faire. Je pense à 2 librairies. Donc il y a NCSS par exemple. NCSS qui te permet de générer du CSS mais de façon complètement typée, parce que quand tu écris du CSS, tu peux par exemple appliquer des propriétés sur des blocs alors que ça s'applique que sur des inlines. Et cette librairie MCSS, tu peux pas faire ça grâce au typage. Donc, tu peux générer que du CSS valide. Donc il y a ça qui permet de faire du CSS. Donc là on le voit, c'est CSS, display, c'est que des propriétés CSS mais en Helm. Et tu as une autre librairie que moi j'adore, c'est Helm UI. Et ça, au lieu de faire du CSS, le mec il repense complètement l'interface graphique. Et il dit on a besoin de quoi pour faire l'interface graphique? On a besoin de faire des colonnes. Donc je dis voilà, j'ai mes colonnes, j'ai des propriétés, ça width fill, donc ça remplit toute la largeur.
je la centre verticalement, et entre chacun de mes éléments, je mets 30 pixels d'espace. Et après, j'ai mes éléments ici. Et je peux faire des lignes, des colonnes, des inputs aussi d'ailleurs. Voilà. Donc tu as une librairie qui repense complètement l'interface graphique avec ça, et avec ça tu fais plus du tout de CSS. Voilà, le but c'est plus du tout de faire de CSS. Après, des fois on est obligé de hacker un petit peu parce que c'est pas tout. C'est une très bonne expérience. Oui. Quelles sont les choses qui en M on va faire avec TypeScript? Quels sont les types de Alors je connais pas beaucoup TypeScript, donc je pourrais pas te répondre. Mais disons que pour comparer avec TypeScript, en Helm c'est beaucoup plus simple. Parce que tu as le compilateur et tu as deux options. T'as soit debug, soit optimize. Et c'est tout. T'as pas est-ce que j'accepte les. Alors, il me semble qu'on peut accepter les nuls ou pas, ou les high. Il y a plein d'options de compilateur TypeScript. En Helm, t'as pas de choix. C'est comme ça. Donc, c'est plus simple à mettre en prod. Et en tout cas, à intégrer des personnes qui viennent d'autres projets. T'as pas 50 configurations possibles. Tu fais du Helm. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup.